Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Comme partout dans le monde, le Covid-19 gagne du terrain en France. 130 cas recensés hier soir et ça continue ce matin. Comment protéger la population, ralentir la progression de ce coronavirus sans provoquer de panique? La question de la panique est essentielle puisqu'il ne faut pas ni provoquer d'afflux vers les supermarchés, vers les pharmacies et faire en sorte que les choses continuent de fonctionner, que la vie finalement continue. Nous avons pris et donné un certain nombre de mesures, des mesures d'interdiction dans les foyers de contagion les plus forts, des mesures de prévention avec un rappel des gestes barrières, des gestes de protection et petit à petit, non pas pour répondre, mais pour préparer cette épidémie, pour faire en sorte aussi de la ralentir, les administrations, les entreprises prennent des mesures et le gouvernement adapte sa position en fonction de l'évolution de l'épidémie. Justement, vous qui êtes chargé de la fonction publique au sein du gouvernement, donner des consignes spécifiques aux administrations? Il y a des consignes spécifiques dans le secteur public comme dans le secteur privé, à la fois sur les mesures à prendre en termes de prévention, sur les mesures à prendre en termes de confinement, à la fois sur des interdictions de telle ou telle manifestation, mais aussi sur la protection de nos agents. Nous avons par ailleurs pris des dispositions pour mieux protéger les personnels soignants, mieux protéger les personnels médicaux. Donc, public ou privé, nous prenons des mesures que nous transmettons aux préfets, aux directeurs d'administration, que nous rendons publics aussi. On a un objectif finalement, c'est de ralentir l'épidémie. Le virus est présent sur le territoire, comme dans tous les pays d'Europe. Nous savons que c'est un virus qui se propage, il faut le ralentir. À chaque fois que c'est possible, limiter les cas de contagion. Et toutes les mesures que nous prenons vont dans ce sens. Est-ce que nos hôpitaux sont prêts? On sait que depuis des mois, une partie des personnels dénonce un manque de moyens, une crise de l'hôpital public. L'hôpital public en France rencontre des difficultés qui ne sont pas récentes. Et malgré les efforts de ce gouvernement, puisque nous avons des taux de progression des dépenses, notamment de l'Ondam, qui sont plus forts qu'au cours des 10 dernières années, malgré cela, il y a encore du retard à rattraper et des moyens à mettre. Je crois que les hôpitaux sont prêts. Je crois que les personnels soignants sont particulièrement mobilisés. Il faut aussi les protéger. Et il faut faire en sorte que les moyens dont ils disposent soient aussi adaptés au nombre de malades, ce qui est difficile à prévoir aujourd'hui. Mais il y a un formidable travail qui est fait par toute la communauté hospitalière pour faire face et répondre à cette épidémie. Il n'y a pas de risque qu'ils soient débordés par l'afflux de patients? Oui, je suis toujours très prudent parce que personne ne peut prévoir ce que sera demain cette épidémie et le nombre de personnes. Il faut d'ailleurs souligner et le dire à toutes celles et ceux qui nous entendent, lorsqu'on ressent les symptômes, lorsqu'on a le sentiment d'être atteint et touché par ce virus, il ne faut pas aller aux urgences. Il ne faut pas se rendre dans des lieux collectifs, il faut contacter le 15, il faut appeler à l'aide, mais il faut rester confiné, justement, là aussi pour limiter la propagation du virus. Justement, face à ce coronavirus, les consignes sont évolutives, évidemment, et pas toujours évidentes à suivre. Alors, annulation du semi-marathon de Paris, mais pas des matchs de football, interdiction de certains marchés, mais ouverture des supermarchés. Du coup, on a l'impression que certains sont parfois tentés d'inventer leurs propres règles. On a vu par exemple que le Louvre est resté fermé hier, alors que ce n'était pas une consigne, par exemple, du ministère de la Santé. Comment faire pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens? La ligne de conduite du gouvernement, c'est d'appuyer ces décisions sur des avis médicaux et des expertises. La science progresse, travaille en même temps que nous faisons en sorte d'endiguer cette épidémie pour mieux comprendre le virus, faire en sorte que nous soyons collectivement plus efficaces. Toutes les mesures que le gouvernement a prises sont des mesures qui sont dictées par ces expertises et par ces avis médicaux. Elles peuvent parfois paraître surprenantes et on a vu effectivement des réactions comme au musée du Louvre. On peut comprendre l'inquiétude, on peut comprendre la peur qui peut gagner certains agents publics comme certains salariés du privé. Il faut s'en tenir et respecter les consignes. Elles ne sont pas prises ni à la légère, ni pour faire plaisir à tel ou tel secteur. Elles sont prises en fonction des expertises et des avis médicaux. On a maintenant 12 régions concernées, des salariés confinés, des parents qui doivent rester chez eux pour garder leurs enfants dont l'école est fermée, des voyages scolaires annulés. Est-ce qu'on va bientôt devoir choisir entre une forme de principe de précaution, les mesures de santé publique, et puis l'activité économique qui risque d'être affaiblie? L'activité économique risque de ressentir les effets, à la fois si le virus se propage sur le territoire et que les mesures de confinement ou les mesures plus coercitives sont plus nombreuses, mais aussi parce que nous pouvons rencontrer des difficultés d'acheminement de matières premières, d'approvisionnement, du fait que de très nombreux pays dans le monde sont concernés par cette épidémie, et l'OMS parle même de risque de pandémie. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement attentifs aux effets sur la croissance économique de ce virus, de cette crise sanitaire. On peut concilier protection de la population, santé publique et activité économique? Il y a une priorité, c'est la protection de la population. C'est une évidence.
Aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt pour dire que nous ferions un choix plutôt que l'autre. Il est trop tôt parce que nous ne savons pas ce que l'épidémie va devenir, nous ne savons pas à quelle vitesse le virus va se propager. Nous faisons tout pour qu'elle soit la plus lente, la plus maîtrisée, la plus mesurée possible. Alors Édouard Philippe a décidé samedi d'engager sa responsabilité, la responsabilité du gouvernement sur la réforme des retraites. Le texte sera donc adopté sans vote à l'Assemblée nationale. Ce recours à 49.3, c'est une forme d'échec. Voilà ce que dit un député de la majorité ce matin dans nos colonnes. Le 49.3 est toujours une frustration ou une déception, parce que j'ai été parlementaire pendant 10 ans et je sais que nous voulons toujours aller au bout d'un débat. C'est un 49.3, en tout cas un recours au 49.3, un engagement de responsabilité qui vise aussi à lever un blocage. Lorsqu'il y a 40 000 amendements, lorsque le débat de fond est empêché par la multiplication d'amendements de forme sur des synonymes, sur le fait de remplacer annuellement par chaque année pendant des dizaines et des dizaines d'amendements identiques et répétitifs, il faut en sortir, il faut avancer. Le texte va être enrichi par les travaux de l'Assemblée nationale. Certes, l'Assemblée nationale ne pourra pas en débattre jusqu'au bout, du fait de l'obstruction organisée par la France insoumise et certains députés communistes, mais le texte sera enrichi par les travaux des députés. J'en prends pour exemple le fait que ce n'est pas le texte du gouvernement sur lequel est engagée la responsabilité, c'est le texte du gouvernement enrichi par plus de 300 amendements. Des amendements du gouvernement, des amendements de la majorité, mais aussi des amendements des groupes d'opposition. Par exemple, et ça peut parfois surprendre certains, nous avons retenu 65 amendements parmi ceux proposés par le groupe communiste. Nous en avons retenu 25 du groupe LR. Parce que dans ces propositions, parmi ces propositions, il y a des choses qui nous intéressent. Les communistes, par exemple, les députés communistes, ont proposé des solutions pour la situation des égoutiers. Ils ont proposé des solutions très techniques pour la prise en compte de l'évolution de la productivité. Le groupe LR avait des propositions intéressantes que nous reprenons sur le statut, la situation des indépendants et des artisans. Et donc, quelle que soit l'origine des amendements, nous les reprenons. Évidemment, les amendements de la majorité sont nombreux, puisque nous avons travaillé avec la majorité pour améliorer le texte. Alors, l'opposition proteste, c'est assez logique, c'était même attendu, notamment de la part des Insoumis, mais on voit bien qu'il y a une forme de malaise, notamment dans l'aile gauche de votre majorité. Il y a un sénateur qui annonce son départ d'En Marche. Est-ce que cet épisode risque de laisser des traces au sein de la majorité ? Je ne crois pas, parce que pour avoir rencontré beaucoup de parlementaires de la majorité, ils sont extrêmement soudés, tant au niveau d'En Marche qu'au niveau du Modem. Ils ont vécu pendant 14 jours un débat qui n'en était pas un, avec des répétitions, avec des invectives, avec des suspensions de séance, avec l'impossibilité de rentrer dans le fond du texte. Moi, j'aurais voulu, et aussi les parlementaires de la majorité, mais aussi des parlementaires de l'opposition, qu'il y ait des débats de fond, que les uns et les autres puissent dire quelle était l'autre réforme qu'ils proposaient, s'ils en avaient une à proposer, plutôt que d'être uniquement dans la forme et la volonté de bloquer. Je le disais il y a un instant, j'ai été parlementaire 10 ans. J'ai participé dans l'opposition de 2007 à 2012, dans la majorité, de 2012 à 2017, à des séances parfois très longues, sur la question de la poste, sur la question du mariage pour tous, sur la question des transports. Et dans ces situations-là, il y avait parfois des oppositions très fortes, des points de clivage ou d'opposition extrêmement denses et extrêmement intenses, mais à chaque fois, il y avait d'une part le respect du fait majoritaire, le respect des procédures et d'institutions, et la possibilité qui s'organisait d'afficher des points de vue et de les affirmer très fort sans bloquer le fonctionnement d'une institution démocratique comme l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes face à une poignée de députés qui ont des convictions certes respectables, mais qui ont décidé, par la procédure, de bloquer le travail de l'institution. C'est à cela que nous avons répondu. Décider de ce 49.3 lors d'un Conseil des ministres consacré au coronavirus, est-ce que ce n'était pas alimenter la suspicion ? On entend bien les critiques monter sur le thème. Le gouvernement profite de l'épidémie pour essayer de passer en force discrètement. Non, je crois qu'il y a en plus, chez ceux qui pratiquent l'obstruction, parfois une tentation, pas pour tous, mais une tentation de complotisme. Le 49.3, c'est un alinéa de la Constitution qui nécessite qu'il soit discuté en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres est convoqué quand le souhaite le Président de la République. Ça peut être convoqué dans leur séance tenante, et donc il n'y a pas de lien entre tel ou tel calendrier et la décision d'engager la responsabilité. Nous l'avons fait ce week-end car nous avions prévu initialement 15 jours de débat sur le texte des retraites à l'Assemblée nationale. Nous sommes au terme de ces 15 jours et moins de 15% du texte a été examiné du fait de l'obstruction caractérisée des députés de la France insoumise et de certains députés communistes. Donc il fallait pouvoir avancer, il fallait lever ce point de blocage. Par ailleurs, nous savions qu'il n'y avait pas de véritable discussion possible. Au tout début de la discussion, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, avait proposé un compromis en disant fixons le délai, le temps de débat à 120, 130, 150 heures. Quand on est sur un temps programmé comme cela, avec les interruptions, avec les règles propres à l'Assemblée, cela représente 6 semaines. Les mêmes
avait refusé cette proposition. Sauf qu'il y a eu cette obstruction parlementaire, comme vous la qualifiez, mais il y a eu aussi une maladresse du gouvernement. Au tout départ, vous auriez pu imposer une procédure de temps programmé. Pourquoi ne pas avoir fait ce choix? Parce que nous considérons d'une part qu'il fallait être dans une procédure avec une lecture à l'Assemblée, une au Sénat, et ensuite pouvoir avancer sur une commission mixte paritaire. Et d'autre part, nous avons fait le pari que l'ensemble des oppositions auraient la responsabilité de venir sur le fond plutôt que sur l'obstruction. Mais il n'y a pas eu un peu de naïveté? Personne n'a vu venir le fait d'accumuler comme ça les amendements pour mener une sorte de guérilla? Vous savez, je pense que quand on fait de la politique, on a évidemment le droit, c'est même un devoir, de défendre des opinions, de défendre des convictions, de défendre des lignes parfois de partage sur certains sujets. Lorsqu'on est dans une obstruction aussi caractérisée, avec non seulement 40 000 amendements, mais avec des milliers de sous-amendements qui ne visaient qu'à ralentir encore et encore les débats, c'est qu'il n'y a pas de volonté de travail au fond, il n'y a pas de volonté d'être constructif. Je le répète, et c'est un point qui est très important, le texte que nous avons présenté à l'Assemblée était déjà un texte enrichi par le dialogue social. Et le texte que nous soumettons aujourd'hui et sur lequel est engagée la responsabilité du gouvernement, il est enrichi par plus de 300 amendements venus de tous les bancs. Nous avons veillé à retenir les propositions, quelle que soit leur origine politique, l'étiquette politique des auteurs des amendements, parce que ça nous paraît aller dans le bon sens. Donc utilisation du 49.3 sur ce texte, mais maintenant rebelote avec l'autre volet de la réforme, puisqu'il y a une loi organique. On a déjà 1800 amendements déposés, on va avoir le même scénario. Sur 5 articles, je ne sais pas si nous aurons le même scénario, c'est une question de responsabilité. Il y a dans la loi organique des questions sur la gouvernance du système de retraite. Il y a dans la loi organique des questions sur la valeur du point et le fait qu'elle ne puisse pas baisser. Aux oppositions de s'en saisir, à la majorité de s'en saisir, et à toutes celles et ceux qui sont responsables d'avoir un débat de fond. Selon nos informations, Gérard Larcher a écrit au Premier ministre et lui demande l'abandon de la procédure accélérée, ou à défaut un report de 2 semaines jusqu'au 4 mai de l'examen du texte au Sénat. Est-ce que ce ne serait pas censé, notamment pour permettre de débattre de la réforme en connaissant l'ensemble des paramètres et notamment le résultat de la conférence de financement? Je ne connais pas la correspondance entre le président du Sénat et le Premier ministre, et c'est une correspondance qui leur appartient. Je sais que la conférence de financement travaille. Sur le fait d'attendre un petit peu pour examiner le texte pour avoir le résultat de cette conférence? Je le veux que cette conférence de financement puisse proposer des mesures qui soient intégrables au texte. Depuis le début, nous avons dit que nous faisions un double pari. Le pari de la confiance dans la démocratie parlementaire et politique, avec la volonté de tenir compte des propositions lorsqu'elles sont intéressantes et constructives. C'est ce que nous faisons avec les plus de 300 amendements que nous avons retenus. Nous faisons aussi le pari de la démocratie sociale. Il y a un certain nombre de sujets, l'équilibre financier du système, mais aussi le minimum contributif, donc le niveau minimum de retraite, la question de la prise en compte améliorée, c'est une demande très forte de la CFDT notamment, des questions de pénibilité. Ces sujets-là ont été renvoyés à la conférence de financement parce qu'ils ont un impact financier très lourd. Nous faisons le pari, un pari de confiance, de voir les partenaires sociaux aboutir sur ces sujets-là. C'est une question de jours, de semaines, et il va falloir l'articuler avec le débat parlementaire. Merci beaucoup. Merci. Olivier Dussopt.